Donc, nous voici ce matin traitant ou pensant traiter ce thème important de l'industrie, l'innovation dans ses relations avec quand même une chose sur laquelle je regrettais hier après-midi tout mon désespoir de géographe, c'est-à-dire l'espace, le lieu. Et j'espère que nous allons peut-être le rencontrer, cet espace, ce lieu, avec peut-être d'autres dénominations, mais on va progresser. Alors, dans cette première demi-matinée, nous allons écouter successivement deux savants, spécialistes reconnus d'économie industrielle. Yannick Lung, un local important de l'étape, président de l'université de Bordeaux 4, et notre collègue italien Roberto Camani, dont tous les spécialistes des questions de développement industriel, développement urbain, connaissent au moins une partie des travaux. Puis, après avoir écouté ces deux interventions, nous aurons un témoin discutant, responsable d'entreprise de haute technologie, mais en même temps spécialiste du fonctionnement des institutions patronales, mais oui, au moins des institutions patronales localisées, ici, régionales, et qui nous dira ce qu'elle sait, mais ce qu'elle pense des paroles savantes. Donc, premier thème, premier temps, Monsieur le Président, Yannick, à toi. 20 minutes par personne, hein. Je vais essayer de tenir pour que l'on cadre bien les choses. Merci. Bien, merci Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi de retirer pendant 1h30 ma casquette de président pour parler comme chercheur, en m'excusant par avance d'être que par épisode dans ce colloque, hein, tout à fait intéressant, même si je découvre ce matin que non seulement hier il a été affirmé que l'économie industrielle n'a pas existé, mais que le local n'a pas été, enfin le local au sens géographique n'a pas été traité. Donc je serai obligé de vous quitter assez rapidement puisque le rapporteur de la loi sur l'enseignement supérieur et la recherche nous invite, les présidents aquitains, à discuter avec lui à 10h30. Heureusement, la Cube n'est pas très loin de l'hôtel de région. Donc ça nous permettra de profiter au maximum du temps disponible. Alors, je vais essayer de vous livrer un certain nombre de choses qui ne sont pas le résultat, évidemment, des travaux des dernières semaines, puisque j'ai peu de temps aujourd'hui consacré ou utile pour la recherche, mais qui sont le fruit de travaux menés dans mon équipe de recherche à Bordeaux et puis dans plusieurs réseaux, que ce soit les réseaux animés par la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine à travers plusieurs programmes sur l'innovation que j'ai co-dirigé avec mon ami Christophe Bounot, que ce soit l'association, les travaux menés dans le cadre de l'association régionale de langue française, le groupe Proximité avec lequel j'ai pas mal compagnonné, ou encore le réseau international GERPISA qui porte sur l'industrie automobile. C'est un petit peu tout ce fruit que j'ai essayé de mettre en perspective avec la thématique du colloque de ces deux journées. Alors, je suis parti de petits bouquins, puisque j'avais un collector dans ma bibliothèque. Hein, c'est l'ouvrage publié en 1977, et dans un des intertitres de l'introduction de Lucien XVI, il écrit bien « Le local n'est pas une donnée », ce qui me paraît un point de départ tout à fait essentiel. Hein. C'est d'ailleurs tout l'intérêt du bouquin, de dire que le local n'existe pas, mais il existe quand même, et comment on peut lui donner sens, comment il peut prendre sens
avec une démarche à l'époque qui est très centrée sur l'enjeu politique. Lucien Sfez, hier, a formulé cette phrase que je trouvais tout à fait éclairante. L'objet local est un objet de lutte, et c'est bien ce qu'on trouve dans l'ouvrage de 1977. On ne parle que du politique, de la vie de la cité, avec des collègues, des grands penseurs. On était encore à l'époque où le rayonnement international de la France intellectuelle n'était pas mesuré à travers des H-index ou à travers un nombre d'articles publiés dans les revues à comité de lecture, mais à travers une capacité d'avoir une pensée éclairante. Et on voit bien qu'aujourd'hui, quand on retrouve le local, on quitte cette dimension de lutte pour aller vers une espèce de neutralisation en l'approchant par la technique, en parlant des réseaux. Et ces deux approches peuvent sembler un petit peu contradictoires, mais à mon avis, elles sont extrêmement complémentaires parce qu'effectivement, il y a lutte. La rivalité, le conflit, c'est la base de nos fonctionnements sociaux, mais si on fonctionne en société, c'est bien parce qu'on arrive à trouver des compromis pour arriver à se coordonner, à agir ensemble. L'approche aujourd'hui, elle a tendance à évacuer les problèmes de lutte, de conflit, pour mettre l'accent sur la coordination, puisqu'on le sait, l'innovation suppose la coordination d'un certain nombre d'acteurs, et le marché n'est pas que le seul vecteur de coordination, ça passe par d'autres vecteurs. Mais dans cette coordination, il y a de la lutte, et qui plus est pour le local. Hier, Lucien Sfez faisait allusion au projet d'aéroport près de Nantes. Le local, la première lutte, c'est pour savoir, enfin c'est au sens spatial, local au sens spatial, c'est qu'est-ce qu'on fait, quel est l'usage de cet espace localisé, puisqu'il y a forcément un conflit d'usage. Il y a plusieurs acteurs, il y a des conflits d'acteurs, puisqu'on est dans l'hôtel de région. Tout le monde sait qu'on a mis en place des sociétés d'accélération de transfert de technologie, des fameux SAT, qui ont été pensés comme des outils par le gouvernement contre les régions. Et évidemment que les régions aujourd'hui, notamment le président du Conseil régional d'Aquitaine aujourd'hui, est extrêmement réticent par rapport à cet outil. Et on voit qu'un outil qui vise qui est au service d'un bien commun, comment accélérer le transfert de technologie de l'université vers l'industrie, est un enjeu de conflit, parce que le conflit, ça fait partie de la vie. Alors, clusteriser, c'est le nouvel impératif, on pourrait le décliner, c'est un nouveau verbe, je clusterise, tu clusterises, et on y va du petit cluster, comme le cluster de la Glisse dans les Landes, au gros cluster, le pôle de compétitivité, Aerospace Valley. Et ce que je veux souligner, c'est que très souvent aujourd'hui, puisque le chercheur est là à chercher des financements, donc il doit essayer d'utiliser les mots à la mode. Ça va être économie de la connaissance. Aujourd'hui, c'est la smart specialization. Alors, ça ne veut pas dire que ces concepts n'ont pas d'intérêt, mais c'est dilué. On a une espèce de normalisation. La smart specialization, toutes les régions doivent rentrer dans la cadre. On a une nomenclature. Et finalement, une espèce d'incitation aux chercheurs en sciences sociales à dire le local c'est important parce que ça fait plaisir aux élus locaux, ça fait plaisir aux instances nationales européennes qui glorifient le local dans une espèce de discours qui fait un petit peu abstraction de certaines contradictions. Et c'est vrai que depuis le colloque organisé par Lucien Sfez, sont arrivés les technopoles. En France, on a eu évidemment, en Italie, la découverte de la troisième Italie, donc le retour des systèmes productifs locaux tels qu'on l'avait formulé et utilisé comme outil d'aménagement du territoire. Et puis on a un géant du marketing américain qui a imposé le terme de cluster comme si c'était quelque chose de nouveau. Finalement, le cluster, ça fait longtemps qu'on l'étudie et ça mérite une analyse. Alors, évidemment, je me centre sur l'innovation et je reprends encore une formule de Lucien Sfez qui m'a marqué hier. Il ne faut pas réifier le local, il n'a pas d'existence en tant qu'objet et ça vaut pour la dynamique d'innovation. La dynamique d'innovation, elle a une dimension locale, mais pas seulement. Et sur cela, je vais développer rapidement trois propositions. Premièrement, il faut déconstruire la figure de la centralité de l'innovation. C'est en train de se faire, donc je vais pouvoir aller vite. Il faut questionner l'agglomération, cette idée qu'il faut agglomérer et concentrer les activités innovantes, sélectionner quelques pôles d'excellence au détriment
de l'ensemble du territoire, et puis il faut repenser le rôle de la proximité dans la dynamique d'innovation. Alors, déconstruire la figure de la centralité de l'innovation. Cette idée de centralité a été encore évoquée hier par Lucien Sfez, j'y reviendrai. Elle est connue, je me fais référence par exemple à l'ouvrage de Jacques Attali, qui reprenait la fresque historique à Braudel en mettant en lien sur la centralité, le basculement de la centralité du monde lié à des innovations technologiques, mais il y avait toujours une centralité dans une économie monde. Et en économie, la figure de la centralité, c'est le cycle de produits de Vernon, qui est ici représenté, qui dit que quand il y a un nouveau produit, au début, c'est l'innovation, un produit innovant, les ventes augmentent, et puis il arrive à maturité, on est en déclin. On a greffé par-dessus, enfin il a greffé par-dessus en termes de théorie du commerce international, l'idée que l'innovation se fait dans le centre, ensuite se diffuse dans les espaces intermédiaires, et puis quand on a un produit mature, on l'envoie en périphérie, du genre la coccinelle de Volkswagen qu'on a produit à côté de Mexico, à Puebla, jusqu'à 3 ou 4 ans. Alors que la coccinelle, évidemment. Alors cette figure-là, je vais prendre l'inverse, c'est l'histoire de la Logan, inventée pour les pays émergents, les pays de l'Est, et qui est aujourd'hui le vecteur qui permet à Renault de passer une cape difficile, et Peugeot, n'ayant pas cet outil-là, est dans une situation beaucoup plus difficile. Donc l'innovation, elle intervient en périphérie. Hier, Sfez parlait de centralité diluée. Alors je partage son analyse comme quoi la globalisation est bien diluée à différentes dimensions. Mais si on se focalise sur la question d'innovation, on est plutôt aujourd'hui sur un modèle de polycentralité. Là, juste pour un petit peu marquer ce qui est connu de tout le monde, la montée en puissance de la Chine, qui est aujourd'hui la première puissance scientifique en termes de nombre de chercheurs. C'est les données de 2007. Il y a autant de chercheurs en Chine qu'aux États-Unis, ce qui veut dire que 6 ans plus tard, vous imaginez, au rythme de croissance qu'il y en a, on crée des universités parchemines en Chine, et nous en France, on est en train d'essayer de faire vivre nos établissements. On est dans la construction d'un écart et d'une montée en puissance de ces pays-là, de ces pays émergents. Aujourd'hui, ils ont des publications scientifiques qui augmentent très vite. Bon, au niveau des brevets, ça prend plus de temps, mais ça n'est qu'une question de temps. Et on a eu du retard parce qu'on a longtemps pensé que ces pays-là ne feraient qu'assembler des produits qui allaient être conçus dans nos espaces centraux. Et on voit bien que très vite, en bout de 10-15 ans, ce modèle-là n'a pas tenu. Et on a eu un peu de retard de pensée, à la fois au niveau politique et au niveau de l'analyse des chercheurs. Deuxième point que je voudrais évoquer, c'est cette hypothèse d'agglomération. Alors c'est devenu un petit peu la tarte à la crème. Pour innover, il faut concentrer. Il faut mettre ensemble dans un même lieu des chercheurs de différentes disciplines, de différentes technologies, des ingénieurs, des entreprises, des institutionnels. Et il y a eu tout un courant qui s'est développé avec des résultats intéressants. Prenez pas mon approche qui est extrêmement critique comme un rejet de toutes ces propositions, mais comme une incitation, un regard critique sur tous ces apports. Et effectivement, on a ces fameuses externalités de la connaissance qui supposeraient que ça se partage mieux à proximité, j'aurai l'occasion d'y revenir, donc les idées traversent plus facilement les couloirs que les océans. Et donc on est rentré dans une politique économique qui était basée sur ce postulat de la nécessité de concentrer en quelques lieux, dont la politique d'excellence, la mise en concurrence des universités, des sites universitaires français pour avoir cette labellisation après les Allemands. Et puis finalement l'idée qu'on ne peut pas agir partout. Or, il n'y a aucun fondement théorique à cette proposition. C'est, à mon sens, soit un a priori, soit un enjeu de lobbying. Et je vais y revenir à travers le cas caricatural de la France. Quelle est l'organisation spatiale de la France? Paris, au sens de la grande région Île-de-France, domine depuis longtemps, c'est le travers français qui est bien connu. En 2008, donc, la région Île-de-France concentrait plus de 40% de la recherche industrielle et autant de la recherche publique. Avec une évolution qui mérite d'être notée, c'est qu'au niveau de la recherche industrielle, on a eu une déconcentration au cours des 15 ou des 20 dernières années qui apparaît dans le tableau, puisque la région parisienne passe de la moitié à 40%. Il y a un biais statistique, parce que en fait, c'est à travers des enquêtes et il y a une incitation à révéler
la démarche de recherche-développement des PME. Mais bon, il y a quand même un mouvement de décentralisation qu'on ne constate pas au niveau de la recherche publique. Ce qui est quand même un petit peu aberrant. On pourrait penser que les pouvoirs publics devraient être les moteurs. Et fut un temps où on décentralisait des organismes publics de recherche, et puis ça s'est arrêté un beau jour. On peut penser sous l'effet du lobbying d'un certain nombre de groupes de presse. Et ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est que effectivement, c'est une chance, la concentration dans la région Île-de-France. Et d'ailleurs, il faut faire à Saclay un gigantesque pôle qui capte aujourd'hui des sommes financières considérables pour y réunir l'élite des grandes écoles. Je dois dire que j'étais assez attristé de voir que la visite du président de la République au Maroc était l'occasion d'ouvrir des annexes de grandes écoles françaises et pas de relation avec l'université française. Je pensais qu'on était en train de dépasser ce clivage entre université et grandes écoles. Je vois que ce n'est pas tout à fait partagé. Donc, cette concentration, ce serait un facteur de performance. Alors, moi, j'ai pris un critère relativement simple. Si on a 40% par exemple, des chercheurs publics qui sont en Île-de-France, s'ils sont plus performants, ils devraient publier plus de 40% ou au moins 40% des publications des chercheurs en France. Si on a 40% ou 42% des dépenses de R&D des entreprises en Île-de-France, si c'est plus performant, ça veut dire que plus de 42% des brevets déposés en France devraient être déposés en région Île-de-France. Or, qu'est-ce qu'on constate? Quand on fait le rapport sur l'output de la recherche, le brevet pour la recherche industrielle, la publication pour les scientifiques, donc le rapport de cet output sur l'input, les dépenses de recherche-développement des entreprises ou celles des administrations, on s'aperçoit que le ratio est inférieur. Ce qui veut dire que le système, la concentration de la recherche-développement publique et privée en Île-de-France, elle est sous-performante puisque les résultats ne sont pas à la proportion des moyens qui sont engagés. Et qui plus est, cette région Île-de-France est un espèce de trou noir qui a complètement absorbé tout le potentiel de recherche des régions voisines ou limitrophes de la région parisienne. Ça apparaît très clairement sur cette carte. Vous avez donc la région Île-de-France qui est donc parmi les leaders de l'innovation dans le scoreboard de l'innovation de l'Union européenne. Autour, donc, vous avez des régions qui sont moins performantes que l'Aquitaine, la Bretagne et autres. Donc on voit bien que la région parisienne a absorbé, a fait un trou noir la vie d'autres. D'où la proposition, cette hyperconcentration qu'on a en France, n'est-elle pas un handicap? Surtout si vous regardez l'Allemagne à côté, qui est sur une plus grande dispersion de la recherche-développement public et privé dans l'ensemble des régions. Mais vous voyez l'Allemagne, elle est toute bleue. Les métropoles ne sont pas toujours garantes d'une meilleure efficacité en matière d'innovation, puisqu'il y a une étude qui a été faite dans le cadre de mon laboratoire sur les régions européennes qui montre que les grandes métropoles ne sont pas toujours plus performantes que des régions intermédiaires. Et puis, on le sait, l'innovation, ça peut se passer aussi à Agen, dans les villes moyennes. Il n'y a pas qu'en métropole qu'on innove. Troisième point, il faut repenser la proximité dans la dynamique d'innovation. Alors, ça a été encore évoqué hier, ce fameux effet de cafétéria. Il faut regrouper les gens parce qu'ils vont se rencontrer et donc ils vont avoir partagé des idées et avoir des innovants. Et puis, c'est mieux de se rencontrer pour faire du face-à-face parce que la connaissance, c'est parfois de la connaissance intuitive, ce qu'on appelle maintenant de la connaissance tacite. C'est-à-dire c'est une connaissance qui n'est pas codifiée, qui est incrustée dans l'individu, dans l'organisation. Et pour la partager, il faut parler avec les mains, avoir une redondance de l'information. Et c'est beaucoup plus facile, évidemment, en face-à-face qu'à distance. Alors, au passage, on peut rappeler que la proximité géographique, ça ne garantit rien. Je ne sais pas si vous parlez tous les jours avec votre voisin de palier, mais c'est bien qu'on peut s'ignorer en étant côte à côte. Et dans l'université, on le découvre tous les jours. Et puis, dans le cas parisien, on voit bien que l'encombrement peut être, quand on concentre trop, ça peut être un facteur de déséconomie. Et puis, si on parle qu'avec ses voisins, ça veut dire qu'on ne s'ouvre plus sur les idées extérieures. Donc, la proximité, c'est aussi un facteur d'enfermement. Et en fait, quand on étudie un peu plus en profondeur, on s'aperçoit que la proximité n'est pas toujours essentielle. Dans le cadre d'une étude sur les inventeurs en Europe, Paola Giuri et ses co-auteurs ont montré que finalement, quand on s'interroge, on s'aperçoit que
la proximité n'est pas forcément le premier élément qui apparaît. Et puis si vous travaillez sur les coopérations des laboratoires, par exemple bordelais avec les entreprises, elles travaillent plutôt avec des entreprises parisiennes qu'avec des entreprises bordelaises. Et réciproquement, les entreprises bordelaises, elles travaillent parfois plus avec des laboratoires parisiens ou toulousains. Donc c'est plus compliqué que ça. D'où l'idée qu'au-delà de la proximité géographique, il faut prendre en compte différentes proximités socio-économiques. Alors, il y a eu toute une déclinaison des proximités. J'ai participé à cet exercice. Je fais référence là à une proposition d'Olivier Boubalga et Michel Grossetti qui est de dire, à côté de la proximité géographique, il y a une proximité relationnelle, les relations interindividuelles, qui tient à des réseaux sociaux, le fait qu'un individu est dans un réseau social, et cette proximité-là, elle peut être plus importante que la proximité géographique. Et puis il y a une proximité de médiation qui passe par le jeu des institutions de type institutions de transfert de technologie et autres. À ce moment-là, on peut changer la perspective. Typiquement, et c'est un cheval de bataille de Michel Grossetti, c'est vrai que dans l'innovation, on est souvent en relation avec des gens qui sont proches géographiquement. Mais est-ce que c'est parce qu'ils sont proches qu'on est en relation ou parce qu'on participe au même réseau social, c'est-à-dire qu'on se connaît par des amis ou par une corpo ou parce qu'on sonne dans la même école, qu'on s'est reconnu. Donc ça n'est pas nécessairement la proximité géographique qui a généré la relation, mais c'est plutôt l'appartenance à un réseau social. Et c'est donc pas la géographie qui implique une proximité et une mise en relation sociale, mais c'est la relation sociale qui est associée ou qui génère cette relation géographique. Et puis il y a l'évolution dans le temps de ce jeu de proximité. Ça a été travaillé par Michel Grossetti dans le projet sur les trajectoires de l'innovation. Quand on travaille sur les startups, on s'aperçoit qu'au départ, ce qui compte beaucoup, c'est cette proximité relationnelle, donc la capacité de mobiliser un réseau de relations, et qu'au fur et à mesure du développement de cette startup, on va plutôt aller vers le poids des proximités dites de médiation qui interviennent. Pour finir, puisque j'ai parlé des réseaux sociaux, parlons des réseaux techniques. Il y a cette hypothèse qu'il faut faire du face-à-face pour échanger et que donc on peut innover qu'à proximité. Or, plusieurs études, notamment animées par Alain Rallet, montrent que on peut innover à distance. Et on le sait tous, quand on écrit un article, on peut travailler à distance et échanger. Alors, on se voit de temps en temps, on échange à d'autres moments. Et c'est cette nécessité de mettre en complémentarité ce qui est la connaissance tacite qui a besoin de moments de face-à-face et puis une connaissance codifiée qui peut s'échanger à distance. Et le grand atout de ces réseaux TIC, vous êtes peut-être en train de naviguer sur Internet en même temps que vous m'écoutez, c'est qu'on peut être ici et ailleurs. Et hier, j'ai pu traiter un certain nombre de dossiers de questions sur le dossier délicat de l'ESP tout en étant ici. C'est vrai que ces réseaux techniques nous permettent et démultiplient la capacité à innover, mais parce qu'il y a à la fois de la proximité géographique et de la proximité mobilisant ces réseaux. Voilà, je vous remercie de votre attention.